La technologie va nous sauver. C'est quelque chose que l'on entend beaucoup depuis quelques années. L'idée que nous allons pouvoir faire face à tous les défis de notre époque et surtout l'urgence écologique à coup de technologie. La France, c'est le pays des Lumières, c'est le pays de l'innovation. Et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs, ils se relèveront par l'innovation. Et c'est une pensée plutôt rassurante, puisqu'elle permet de ne rien changer à nos modes de production, nos usages, nos modes de vie, et j'en passe. Le problème, c'est qu'elle se heurte à une donnée. Nous vivons dans une planète finie aux ressources limitées. Et si nous voulons préserver les conditions dans lesquelles l'humanité a pu se développer, il y a 9 limites planétaires que nous ne devons pas dépasser. Et pourtant, 6 d'entre elles ont déjà été atteintes. Or, les technologies consomment beaucoup trop de ressources, qui ne sont pas renouvelables. Il y a donc là une impasse qui nous demande de revoir notre rapport à l'innovation, de repenser aussi notre futur énergétique. Les scientifiques le martèlent. Nous devons prendre la voie de la sobriété, de l'efficacité aussi. Alors, comment se traduirait cette sobriété technologique ? Comment organiser notre société à l'aune de la raréfaction des ressources ? Comment construire une société soutenable sur une planète finie ? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre avec mon invité, Philippe Biouix, spécialiste des low-tech, de l'épuisement des ressources minières et des limites aux technologies vertes. Philippe Biouix, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, pour vous présenter rapidement, vous êtes ingénieur centralien, vous êtes spécialisé dans les low-tech et l'épuisement des ressources. Vous avez travaillé comme ingénieur conseil ou dirigeant dans différents secteurs industriels, en particulier les transports, l'énergie, la construction. Vous êtes désormais directeur général du groupe AREP, la plus grande agence d'architecture de France qui accompagne ses clients notamment dans la transition écologique. Et vous êtes aussi membre de l'Institut Momentum et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, L'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable, Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire et Le désastre de l'école numérique. Alors, j'aimerais commencer par quelque chose qui me semble important pour cet entretien. C'est le fait que nous sommes confrontés aujourd'hui à une croyance qui est bien ancrée dans la société, qui est que la technologie va nous sauver. On appelle souvent les adeptes de cette croyance les techno-optimistes ou les techno-solutionnistes. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous analysez cela et pourquoi est-ce que cette croyance, elle pose problème aujourd'hui ? Alors, c'est quelque chose que j'ai essayé d'aborder dans Le bonheur était pour demain, justement, sur le fait qu'il y a eu un progrès technologique incroyable, évidemment, et ça fait à peu près 4 siècles qu'on a toute une série de théoriciens qui ont expliqué, ça a commencé avec Francis Bacon, au début du XVIIe siècle, la nouvelle Atlantide. Et il explique comment on va appliquer les sciences, on va appliquer la connaissance humaine à tous les secteurs, le secteur des matériaux, de la chimie, de l'énergie, etc. Et comment on va pouvoir comme ça aller vers un monde d'abondance et un monde de bonheur par le progrès technologique. Et alors au XIXe siècle, ça prend des proportions évidemment incroyables. Et aujourd'hui encore, évidemment, avec tous les progrès récents, on peut penser à la miniaturisation de l'électronique, des batteries, qui fait que voilà, on a des trucs tout petits qui consomment plus rien, des drones, on va pouvoir se faire livrer par drone, on va pouvoir peut-être avoir même des taxis volants. C'est à peu près la même promesse qu'on nous faisait en 1950. On allait avoir tous des voitures volantes grâce à l'énergie nucléaire gratuite. Et puis au 19e siècle, à la fin du 19e siècle déjà, il y avait Albert Robida, qui était un dessinateur, un caricaturiste, qui montrait la sortie de l'Opéra de Paris avec des calèches volantes. Donc, oui, c'est comme ça qu'on imagine le futur, de toute voilà, façon. On en refait un peu le coup de la voiture volante, un peu systématiquement. Et puis évidemment, la science-fiction nous nourrit de ça, les films, le cinquième élément avec Bruce Willis, etc. Alors on parle de techno-optimistes, on parle aussi de cornucopiens. Alors ça, c'est cornucopiae, la corne d'abondance en latin, donc c'est l'abondance par la technologie. Et c'est un débat qui a démarré à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec des écolos, on pourrait dire. Alors c'était plutôt des biologistes issus des sciences de la conservation qui vont alerter très vite en disant mais c'est pas possible, il y a des limites planétaires, il y a la croissance démographique, il y a la croissance de la consommation par personne. Les deux ensemble, ça va nous faire exploser le truc et on va aller vers des famines, etc. Ils se déclaraient d'ailleurs néo-malthusiens, donc ils se réclamaient de Malthus, mais sans le côté péjoratif qu'on a mis à Malthus derrière, puisqu'évidemment Malthus s'est trompé. Et très vite, en fait, des gens en face, qui étaient plutôt des prospectivistes, des économistes, plutôt issus des sciences sociales, eh bien, vont dire, non, ces gens-là font la même erreur que Malthus, on va avoir du progrès technologique, et grâce à ce progrès, en fait, on va aller non pas vers la pénurie et vers la catastrophe, mais au contraire vers l'abondance. Et aujourd'hui, c'est vrai que du coup, après des dizaines d'années de débats comme ça, alors, le débat, il a été très fort dans les années 60, 70, 80, il y a même eu des paris avec des gens comme Paul Ehrlich d'un côté, un spécialiste des papillons,
qui a écrit The Population Bomb, donc la bombe P en français. Donc c'était un des plus grands, des plus connus néo-malthusiens. Et puis en face, des gens comme Julian Simon, qu'on a un peu oublié, mais des économistes qui n'ont d'ailleurs même pas été traduits, et qui expliquaient que plus on allait être nombreux, plus on serait heureux. Alors, il ne prenait pas ses vacances sur la Côte d'Azur, très probablement, hein, mais en fait, il expliquait que même on aurait même plus d'accès à la nature, etc., parce que plus on serait nombreux, plus on aurait d'innovation, de chercheurs, d'ingénieurs, plus on aurait de l'abondance, plus les prix seraient bas, et puis qu'on irait chercher les ressources dans les océans, dans l'espace, etc. Et c'est exactement aujourd'hui les mêmes termes du débat, avec finalement des gens plutôt du côté du climat, qui alertent, on les connaît bien, en disant non, là ça va pas le faire, ça va pas suffire. Et puis les cornucopiens, ils sont toujours là, et puis ils ont même voix au chapitre, parce que on peut penser à Elon Musk et à la conquête de Mars, on peut penser à Jeff Bezos qui propose d'aller mettre toutes les industries polluantes dans l'espace, comme ça on sera peinard sur Terre, ça sera un truc où on pourra habiter et avoir des activités récréatives. Et donc, je pense que, d'une part, on a effectivement des gens qui sont puissants et donc qui ont accès aux médias. Et finalement, dès qu'il y a un tweet d'Elon Musk, tout ça s'est relayé, quoi. Donc, il y a quand même une organisation, quelque part, peut-être involontaire, mais dont ils se servent aussi comme du marketing pour leurs entreprises, pour leurs investissements. Donc, qui continuent à avoir ces mêmes promesses, des promesses un petit peu ridicules, hein, parce que très, très vite, évidemment, avec la rivalité des actions, du cours des actions en bourse, etc. Il faut toujours en faire un peu plus. Donc, toutes les startups, etc., qui se montent, expliquent toujours... Oui, c'est la surenchère permanente. Avant, on disait ça va être dans 10 ans, puis maintenant, on raconte que c'est dans 5 ans, puis maintenant, il faut que ça soit l'année prochaine. Donc, on voit comme ça des trucs, je sais pas, j'ai retrouvé des articles, il y avait le journal du dimanche, je crois que c'est en 2015, qui écrit Paris sera une smart city en 2020. 2020 est passé. En plus, il y a eu un peu Covid-19 entre-temps. Maintenant, Paris n'est pas vraiment une smart city, et puis qu'on continue à avoir un peu de consommation d'énergie, de ressources et de production de déchets. Donc on a des gens qui ont voix au chapitre, très puissants, et puis on a envie d'y croire aussi. Je pense que dans les ressorts humains, c'est rassurant de dire qu'on ne va rien changer. Il y a aussi, on pourrait dire, c'est le théorème alors qui ne fonctionne pas du tout en mathématiques ou en physique, mais qui fonctionne très bien dans les sciences sociales, c'est de dire, pour l'instant, ça a toujours marché comme ça, pourquoi est-ce que ça continuerait pas, hein? Alors évidemment, on peut dire, c'est le gars qui saute du 30e étage, et puis arrivé au 10e étage, et oui, pour l'instant, je me suis pas écrasé, donc tout va bien. Donc c'est une métaphore qui vaut qu'à moitié, parce qu'en fait, en accélération comme ça, je pense qu'on ressent quand même des choses. Mais ça a toujours marché. Donc pourquoi ça fonctionnerait plus ? Pourquoi est-ce qu'on serait face à une nouvelle situation ? Et donc le débat est toujours ouvert, quoi. Alors si on veut aller vers pourquoi est-ce que de mon point de vue et plein d'autres, parce que évidemment je suis pas seul, ça marche pas. Et il faut quand même noter que assez souvent, les plus cornucopiens ne sont pas forcément les plus scientifiques. Hein. On a souvent plutôt des économistes, par exemple, qui disent que la croissance peut monter jusqu'au ciel. On peut faire 2% de croissance du PIB, continuer à faire ça pendant des décennies ou des siècles. Donc on peut avoir une croissance infinie sur une planète parce finie. qu'on va faire de la dématérialisation, parce qu'on va on numérise les choses. Donc finalement, les services, le PIB qu'on produit, il est de moins en moins matériel. En réalité, malheureusement, 2% de croissance par an, si on projette ça sur un millénaire, par exemple, ça fait une multiplication par 390 millions. C'est-à-dire que le PIB de la France, au bout de 1000 ans, il serait 390 millions de fois supérieur au PIB d'aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Et j'ai du mal à croire que, du coup, ce PIB qui serait multiplié comme ça puisse être avec un impact environnemental qui, lui, devrait être divisé par 4 ou 6 ou 8 pour les gaz à effet de serre, pour l'extraction de matériaux, etc. Donc, il y a cette logique-là. Alors, la contrainte, d'abord, c'est une contrainte de ressources, c'est-à-dire que l'argument, souvent, c'est d'avoir beaucoup d'énergie qui nous arrive effectivement du soleil. Hein, c'est plusieurs milliers de fois la consommation énergétique actuelle de l'humanité. Donc, on en a beaucoup, très bien. Sauf qu'il faut des convertisseurs, il faut des capteurs, il faut des dispositifs de stockage pour récupérer cette énergie et l'utiliser. Et donc là, ça consomme en particulier des ressources métalliques. Pas que métalliques d'ailleurs. Hein. Dans une éolienne, vous avez un peu de balsa, par exemple, donc du bois qui pousse heureusement assez vite, mais en Équateur ou ailleurs. Donc voilà, des ressources. Donc là, on voit que aujourd'hui, en tout cas, tous les grands rapports des agences internationales ou européennes ou françaises montrent qu'il va y avoir un besoin tiré par les énergies renouvelables, tiré par l'électrification des transports,
gigantesque d'extraction. On parle d'une multiplication par 5, 10, 15, 20, 30, 60 parfois pour certains métaux. Des grands métaux de base comme le cuivre ou des métaux de spécialité, lithium, cobalt, nickel, par exemple, qu'on trouve dans les batteries. Alors ça dépend un petit peu des scénarios. C'est très difficile en fait de savoir la réalité parce que qu'est-ce qu'on va consommer dans les batteries de voitures à l'horizon 2050? Imaginons que toutes les voitures soient électriques. Alors déjà, est-ce qu'on en produira autant qu'aujourd'hui? Peut-être elles seront partagées. Il y a toute la question qui se pose sur le fait de la consommation énergétique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va continuer à consommer toujours plus ou est-ce qu'on va aussi essayer de stabiliser? Alors, il y a aussi la question de la sobriété. Voilà, on va dire, mais si je prends juste la construction, de la fabrication de ces voitures, ce qu'elles vont réclamer, alors peut-être qu'elles dureront plus longtemps, qu'on en fabriquera moins, peut-être qu'elles seront plus ou moins grosses. Entre une voiture qui va faire, 800 kilos et qui pourrait avoir des batteries pour faire 150 km de parcours, et puis après il faut les recharger, qui correspondraient en gros à ce dont on a besoin pour la plupart des allers-retours quotidiens, on va dire. Et puis, si vous avez au contraire une voiture char d'assaut à la Elon Musk qui va être plutôt à faire 2 tonnes, voire plus, et qui a 1000 km d'autonomie parce que c'est sympa de pouvoir l'utiliser aussi en partant en vacances, entre les deux voitures, on consomme 10 fois plus de lithium ou 10 fois plus de cobalt ou de nickel. Donc, du coup, c'est très difficile de projeter exactement de quoi on va avoir besoin. En tout cas, tout le monde pointe ce fait que l'extraction va être incroyable. Elle n'est peut-être pas impossible. Par contre, il y aura des dégâts environnementaux. Oui, parce que l'extraction en soi est un processus polluant. Bien sûr, il n'y a pas plus... les processus les plus polluants au monde dans les activités humaines, ce sont l'extraction minière, la production métallurgique, la chimie. Donc, on retrouve la matérialité des ressources. Donc, peut-être que c'est possible, mais ça va quand même être compliqué. Ça va créer aussi des questions géopolitiques. Je sais pas, la Russie, par exemple, n'est pas juste un grand producteur de pétrole, de gaz, de charbon. C'est aussi un grand producteur de nickel, de titane, de platine qu'on trouve dans les pots catalytiques, etc. Donc voilà, ça c'est la question des ressources, qui est un sujet un peu embêtant. On pourrait dire, on va extraire toutes ces ressources et tout va bien, parce qu'en fait, on va faire de l'économie circulaire. On peut recycler les batteries au lithium. Aujourd'hui, on les recycle mal. On récupère le cobalt souvent dans toutes les petites batteries, mais il va y avoir des obligations réglementaires quand les grosses batteries de voitures vont arriver. Voilà, on va recycler. Bon, donc on pourrait faire cette économie circulaire. Le problème, c'est que ça marche assez mal, l'économie circulaire. En fait, aujourd'hui, on recycle vraiment pas bien. C'est très difficile techniquement. Il faut récupérer tout. Il y a plein de sortes de batteries différentes. Par exemple, pour prendre cet exemple-là, on broie. Et parce que les matériaux sont de plus en plus petits, de plus en plus mélangés aussi. La miniaturisation dont on parlait tout à l'heure, effectivement, on va mélanger des dizaines de métaux différents dans plein d'objets. On va aussi aller utiliser ça à plein d'endroits improbables, dans tous les capteurs, dans tous les petits objets du quotidien, dans les vêtements connectés demain. Voilà. Donc tout ça, ça fait qu'on a plutôt tendance à s'éloigner du recyclage, à s'éloigner de l'économie circulaire. C'est très choquant, mais malheureusement, c'est comme ça. Donc, on a une trentaine de métaux sur la soixantaine de métaux qu'on utilise qui sont recyclés à l'échelle mondiale à moins de 1%. Donc ça, c'est les scientifiques qui le disent. Les scientifiques, ils aiment bien ne pas se tromper, donc ils disent moins de 1%. On peut dire 0, on peut approximer à 0. Donc, c'est pas recyclé, tout simplement parce que ça vaut pas le coup. Dans un smartphone, il y a 2 € de matière première. Donc, pour 2 € de matière première, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un avec un petit tournevis à bien tout dévisser. Voilà. Oui, en plus, ils sont faits maintenant de telle manière qu'on ne peut plus les démonter, alors qu'avant, c'était possible. Voilà, on pouvait sortir un peu, voir l'intérieur de notre téléphone. Maintenant, on ne peut plus voir l'intérieur de notre téléphone. Voilà, et toute l'énergie, toute l'intelligence, elle est mise sur l'optimisation du montage, quoi, de réduire les besoins de main-d'œuvre, parce qu'on dit que c'est ça qui coûte cher, même s'ils ne sont pas payés très cher, souvent. C'est moins qu'on puisse dire. Donc, voilà, il n'y a pas beaucoup d'intelligence qui est mise effectivement sur la capacité de réparation, la capacité à faire durer, à prendre soin et puis à démanteler correctement en fin de vie. Donc ça, c'est le deuxième problème. Après les ressources, le fait que ces ressources, on les gâche. En fait, on ne va pas savoir les recycler correctement et que plus on aura un monde technologisé, enrichi technologiquement, avec plein d'électronique partout, le réfrigérateur qui fait ses courses, le distributeur de croquettes pour chat, la robe connectée qui nous prévient sur l'agenda Outlook qu'on ne l'a pas porté depuis longtemps. Ça existe, c'est assez, je ne sais pas si c'est utilisé. Ouais, les miroirs connectés aussi. En tout cas, ça existe, voilà, tout ce qui apparaît, le métavers peut-être demain aussi, bien sûr, tout ça, ça va être extrêmement consommateur d'énergie et de ressources. Et puis ensuite, on a un autre problème qui est l'effet rebond. C'est-à-dire que malheureusement, la trajectoire technologique de l'humanité,
bien, c'est de l'efficacité. Il n'y a pas de problème. On a été très efficace. Le progrès technologique, il a vraiment été efficace. Aujourd'hui, pour produire, je ne sais pas, 1 tonne de ciment, 1 tonne d'acier, des objets, ça consomme beaucoup moins de ressources, ça pollue beaucoup moins. D'ailleurs aussi, ça consomme moins d'énergie qu'au 19e siècle. Quoi. Donc ça marche. Simplement, cette efficacité. Alors pourquoi il y a cette efficacité ? Parce qu'il y a de la recherche, du développppement. Et pourquoi il y a de la recherche et du développement ? Parce qu'il y a des entreprises qui sont en concurrence. Et donc, c'est toujours intéressant de consommer moins d'énergie. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous allez voir un grand patron et vous lui dites on va diviser par 2 votre consommation d'énergie. Il achète, quoi. Hein. Il n'y a pas de souci. Et les actionnaires aussi, tout le méchant capitalisme est tout à fait d'accord pour consommer moins d'énergie pour une production d'un service ou d'un objet donné. Et donc, malheureusement, cette efficacité, eh bien, cette efficacité technique, elle se transforme en une efficacité de prix. C'est-à-dire que si j'ai consommé moins d'énergie et de ressources pour produire un objet, je peux le vendre moins cher. Et si je peux le vendre moins cher, il y a plus de gens qui vont l'acheter. Voilà, donc ça, c'est l'effet rebond, c'est le paradoxe de Jevons. Ça vient de cet économiste du 19e siècle qui avait montré ça sur les machines à vapeur qui consommaient de moins en moins de charbon. Donc on pouvait penser que le Royaume-Uni, à l'époque, allait consommer de moins en moins de charbon puisque les machines étaient toujours plus efficaces. Mais non, si vous avez du travail mécanique qui coûte de moins en moins cher, les machines vont se répandre dans les manufactures, dans les fabriques. Et donc chaque machine consomme moins, mais il y a de plus en plus de machines. Et donc la facture environnementale globale augmente. Et ça, malheureusement, ça se voit aujourd'hui encore. C'est-à-dire qu'on a des voitures dont la motorisation est toujours plus efficace, mais qui consomment toujours autant parce qu'elles sont plus grosses, plus puissantes, elles vont être plus sécurisées, etc. Les turboréacteurs des avions, c'est bien plus efficace aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais il y a toujours plus d'avions et ça a permis aussi l'aviation low cost, etc. Dans le numérique, il y a juste à regarder le format des photos, des fichiers, des vidéos. Qui sont de plus en plus lourds. Qui sont de plus en plus lourds. Et donc, oui, même s'il y a une efficacité dans les data centers qui consomment moins, qui ont été optimisés, leur architecture, leur température de fonctionnement, c'est super, mais on continue à en Si on peut regarder en HD ces vidéos, on en regarde d'autant plus. Donc des centaines de data centers qu'on installe chaque année, des gros trucs, des câbles transocéaniques qu'on continue à dérouler pour accompagner la croissance du besoin, quelque part, mais d'un besoin qui est généré, bien entendu, par l'industrie elle-même, quoi. Et il y a aussi évidemment la question des droits humains, c'est-à-dire que c'est aussi une consommation qui se fait au détriment de droits humains à l'autre bout du monde, notamment au Congo, où ce sont des enfants qui sont exploités pour aller chercher ces ressources. Et juste pour terminer ce chapitre-là, j'aimerais savoir, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui en fait de ce qui reste en termes de stock de métaux et de terres rares, c'est-à-dire en fait, est-ce qu'il y en a certains où on a une certitude qu'ils vont être amenés à manquer dans les années à venir? Une certitude, non. En fait, c'est une probabilité, en tout cas. Alors, une probabilité, oui. En fait, il y a plein de notions autour de ça, sur des questions de rareté géologique, d'accessibilité. C'est dans tel ou tel pays. Et donc, il peut y avoir aussi des conditions politiques d'accès, de prix. Qu'est-ce qu'on est prêt à payer ? En fait, si on est prêt à payer plus cher, on peut aller chercher beaucoup de choses. Enfin, si on est prêt à payer plus cher et qu'on est prêt à salir. C'est-à-dire que sous nos pieds, il y a des quantités gigantesques de tous les métaux. La question, c'est à quelle concentration ils sont. Voilà. Et aujourd'hui, si je vais chercher de l'or, je vais aller le chercher à 1 gramme par tonne de minerai. Si je vais chercher du cuivre, je vais aller le chercher à 8 kg de cuivre par tonne de minerai. Et donc, pourquoi est-ce qu'on accepte d'aller chercher de l'or à 1 gramme ? Et d'ailleurs qui représente un flux très important de la recherche minière, ça a toujours été l'or et les diamants, parce qu'en fait on paye l'or beaucoup plus cher que le cuivre, donc ça vaut le coup d'aller le chercher, même à cette concentration affreusement faible. Et donc, en fait, les économistes disent, en fait, non, il n'y a pas vraiment de problème. Les géologues, d'ailleurs, disent un peu ça. Ils disent, je mets un peu de temps parce qu'il me faut 10 ans pour ouvrir une nouvelle mine, donc préparez-moi un peu en avance. Donc ça peut créer des chocs entre l'offre et la demande, donc il peut y avoir des effets de prix, comme il peut y en avoir d'ailleurs sur le pétrole pour d'autres raisons. Mais globalement, en fait, on peut techniquement aller chercher plus de choses. Par contre, il y a une question d'énergie, ça utilise de l'énergie fossile. Ce sont des gros camions qui font 300 tonnes de charge utile, voilà, donc ça, c'est quand même des choses qu'on ne mobilise pas avec des batteries électriques, il faut du bon diesel. Donc il y aura quand même un moment où, si on a accès à moins d'énergie fossile, on risque de se retrouver à avoir accès à moins de matières premières. Mais tant qu'on a une énergie fossile abondante et qu'on se permet de faire ce qu'on fait avec le climat, eh bien, on commence à avoir de la prospection sous-marine. On pourrait imaginer peut-être un jour, je ne sais pas, en 2048, je crois que c'est en 2048, le traité sur l'Antarctique pourrait tomber.
Donc on pourrait aller exploiter des trucs sous des kilos. Mais il y a eu tout un scandale d'ailleurs récemment sur l'exploitation des fonds marins pour aller chercher encore plus de métaux et de terres rares, alors que ce sont des endroits qui ont été inexplorés par l'homme, où il y a des... Pour l'instant, ça n'a pas démarré, les fonds marins. Oui. Enfin, il y a eu une tentative au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais je crois que la société a fait faillite. C'était pour aller chercher de l'or. Alors, mais par contre, effectivement, tout le monde est sur les rangs et attend. Et d'ailleurs, avec des prétextes un peu affreux, on explique qu'il faut bien cartographier les fonds marins parce que ça va être formidable pour bien mieux comprendre. Et puis la biodiversité, je sais pas quoi. Et malheureusement, c'est surtout de la cartographie pour se dire qu'est-ce qu'il y a à aller chercher ou pas le jour où, avec des enjeux évidemment géopolitiques derrière tout ça. Donc voilà, pardon pour cette longue introduction, mais du coup, dans l'absolu, il y a je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de limite. Voilà, mais à ça, il faut rajouter des questions de substitution possibles, c'est-à-dire que parfois, quand les produits deviennent un peu plus rares sur le marché, le prix monte et les industriels arrivent à remplacer certains produits par d'autres. En fait, il y a 1000 manières, pas 1000 manières, mais il y a plusieurs manières de faire des luminophores dans un écran pour faire des couleurs. Il y a différents types de batteries, elles ne contiennent pas toutes du cobalt ou du nickel, ça dépend des caractéristiques techniques qu'on veut. Donc, il y a plein de choses possibles. Et puis, il y a la question du recyclage, évidemment. Imaginez qu'on passe d'un taux de recyclage, je ne sais pas, de 50% à 90%, chaque année, au lieu de consommer 50, les 50 autres pourcents, vous consommez que 10. Donc, vous avez mécaniquement multiplié par 5, quelque part, les réserves théoriques disponibles, quoi. Donc, l'ensemble de ces paramètres-là, ça fait que c'est compliqué. On sait qu'il y a des bons candidats à la pénurie. Les bons candidats, c'est qu'il y ait une certaine rareté géologique. Il y en a un. Qu'il y ait une répartition inégale sur la planète, il y en a. Je sais pas, par exemple, le platine, c'est quasiment uniquement en Russie et en Afrique du Sud. Il peut y avoir des questions aussi de filière industrielle, c'est-à-dire que la Chine n'est pas devenue juste usine du monde, elle est aussi devenue transformatrice métallurgique du monde. Donc, même si elle n'a pas de mine de cobalt sur son territoire, elle va raffiner le cobalt qui vient d'Afrique, par exemple, du Congo. En particulier. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres comme ça. Et puis la question de la substitution, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des produits qui sont moins substituables que d'autres. On ne sait pas avoir des applications électriques sans cuivre. On sait difficilement faire de l'électronique sans argent. Il y a aussi des métaux qui sont des sous-produits des grands métaux, c'est-à-dire qu'en fait, même si vous avez besoin de plus de cobalt, en fait, c'est un sous-produit du cuivre ou du nickel. Donc, en fait, si vous n'avez pas en même temps besoin de cuivre et de nickel en plus, en fait, même si le prix monte, vous n'en produirez pas plus. Alors là, ça tombe bien parce qu'on a besoin de tout, de plus en plus. Donc, tout monte en même temps, mais ça pourrait changer. Donc, voilà, ça fait un certain nombre de candidats potentiels. Et voilà, par exemple, sur le nickel, pour prendre un exemple, ça sert à faire beaucoup de... tout ce qui est alliage de haute performance, tout ce qui est même le alliage inox, par exemple. Donc, on en trouve dans les centrales nucléaires, dans plein de choses. Eh bien, voilà, même les géologues les plus optimistes, ils disent, voilà, sous un siècle, c'est quand même assez peu. Voilà, on est quand même un peu en train de ratisser ce qu'il y a, sauf à aller, effectivement, peut-être dans les océans, sauf à aller, je ne sais pas trop, au fin fond des astéroïdes, mais là, c'est une autre paire de manches. Alors justement, donc là, on vient de faire un petit peu le constat de pourquoi est-ce que finalement la technologie ne va pas nous sauver. Et en même temps, on a l'impression aujourd'hui que dans le débat public, ça, ce n'est pas du tout posé. Et surtout, même dans la sphère politique. Donc on a vu pendant cette campagne présidentielle beaucoup de candidats qui étaient très techno-optimistes, dont notre président lui-même, et qui, par exemple, voulaient développer à tout prix les voitures électriques, sans parler de la réduction des usages. Et donc, en disant, d'une certaine manière, qu'on allait aujourd'hui remplacer tout le parc thermique par des voitures électriques. Et pourquoi est-ce que, en fait, c'est problématique de penser ça, de penser que quand on remplace toutes les voitures thermiques par des voitures électriques, de ne pas comprendre qu'on remplace un problème par un autre, d'une certaine manière. Oui, encore une fois, ce qu'il faut accepter, c'est peut-être le débat politique. Malheureusement, il y a souvent pas beaucoup de temps, et donc ça tourne souvent à un exercice un peu manichéen. Mais il n'y a pas d'énergie propre, en fait. Il n'y a pas d'énergie qui n'a pas d'inconvénients. Voilà, elles ont toutes plus ou moins d'inconvénients. Je sais pas, prenons les éoliennes. Les éoliennes, ça shoote des oiseaux. Alors, il y avait un argumentaire qui avait été développé par les partisans des éoliennes et par le gouvernement, et à un moment, parce qu'il y avait eu un petit débat là-dessus il y a à peu près un an. Bon, alors, c'était que finalement, un chat sauvage, un chat en perdition, ça mangeait plus d'oiseaux que ce que shootaient les éoliennes chaque année. Voilà. Alors, d'abord, il y a très peu d'études, malheureusement, sur la mortalité des oiseaux et des chauves-souris autour des éoliennes, mais
Surtout, c'est pas les mêmes oiseaux que ce qu'attrapent les chats, quoi. Il n'y a pas les mêmes oiseaux à 200 mètres de hauteur que dans les jardins de votre voisine. Donc voilà, elles ont toutes des inconvénients de manière ou d'une autre. Soit c'est une question de ressources, soit c'est une question de disponibilité, soit c'est une question d'impact environnemental. Voilà. Donc le fait ce qui est problématique dans la transition énergétique, quelque part telle qu'on essaie de nous la proposer, c'est de dire qu'on ne va pas changer nos besoins globalement. Oui, on peut faire quelque part de l'efficacité parce que une voiture électrique, éventuellement, c'est un meilleur rendement moteur qu'une voiture thermique, mais encore que parce qu'il faut ensuite aller chercher l'énergie. Enfin, l'électricité elle-même, elle a un certain rendement. Mais sans rentrer dans ces détails scabreux, c'est de dire qu'on on va pouvoir tout remplacer et que ça va fonctionner parce qu'on aura réduit notre impact environnemental. Et en fait, malheureusement, non. Il y a un système qui serait beaucoup plus efficace et qui serait utile de discuter en même temps que la transition énergétique, ou même presque préalablement, c'est la question de la sobriété. Alors, c'est-à-dire que la sobriété, elle commence à s'inviter un peu dans le débat public. Puisque le GIEC aussi, dans son dernier rapport, il a consacré un chapitre entier. Voilà, donc en anglais, c'est plutôt sufficiency. Et aujourd'hui, tous les rapports officiels, il y en a eu beaucoup à l'automne dans le cadre des élections présidentielles, donc que ce soit RTE, l'ADEME, ont tous pointé que l'intérêt du levier de sobriété, parce qu'en fait, évidemment, l'effort industriel, ça on n'en a pas parlé, parce qu'il y a une histoire de consommation de ressources, très bien. Il y a une histoire de recyclabilité, qu'est-ce qu'on va faire de nos pales d'éoliennes, je ne sais pas quoi, très bien. Mais il y a surtout aussi un effort industriel. Quand on lit, par exemple, le rapport de RTE, que ce soit des scénarios avec nucléaire ou sans nucléaire, l'effort à installer d'ici 2050, en termes alors de nombre de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes, de batteries, d'hydrolyseurs, de méthaniseurs, de stations de pompage turbinage, tout ce qu'il faut pour essayer d'équilibrer le réseau, plus les nouvelles lignes à haute tension, plus la capacité à plus échanger avec les pays, parce que c'est ça qui est un petit peu bizarre dans les énergies renouvelables, c'est qu'on se dit c'est plus local, oui c'est super, on va peut-être dépendre moins, bien sûr, tant mieux, du gaz de Russie, je sais pas quoi, ou de l'uranium du Niger, très bien, on peut dire plein de choses, mais en fait c'est plus local, mais il faut être aussi plus capable d'échanger avec les voisins, parce qu'il y a des jours où il y a du vent chez les uns, chez les autres, ou du soleil chez les uns, chez les autres, donc il faut encore plus interconnecter les réseaux. C'est un petit peu contre-intuitif, mais ça oblige à rajouter des lignes haute tension et autres. Donc cet effort industriel, il est hallucinant, il est incroyable. Je ne sais pas avec qui on va faire ça, c'est un peu comme la rénovation thermique, d'ailleurs c'est un autre exemple de grand programme qu'on va devoir mener. Il va falloir multiplier par 20 ou 25 la vitesse à laquelle on fait la rénovation thermique des bâtiments de l'existant aujourd'hui. Donc ça ne va pas se faire juste avec MaPrimeRénov' 2 et l'isolation des combles à 1 euro. Il va falloir trouver un dispositif. Trouver un dispositif hallucinant pour réussir à faire ça. Et pourtant, tous les rapports, la stratégie nationale bas carbone, etc., mise sur ça. Aujourd'hui, je rappelle juste un exemple, c'est qu'en 2050, le monde, ça ne s'arrête pas en 2050, tout ça. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir un système technique qui va ensuite falloir entretenir. Et ça a une durée de vie, une éolienne, ça a une durée de vie, un panneau solaire. Les éoliennes qu'on installe aujourd'hui, les nouvelles éoliennes offshore, donc on est tout content parce qu'on n'en avait pas. Donc maintenant, ça y est, on va en avoir. Elles commencent à être raccordées au réseau pour les premières. Eh bien, elles produiront pas en 2050. Elles auront été démantelées, déjà. Celles qu'on installe maintenant, c'est juste pour installer une filière, permettre à des gens de vivre là-dessus, de former, d'attirer des personnes dans ces métiers, peut-être de remplacer aussi certains métiers du pétrole offshore par ça, parce qu'à un moment, c'est des gens qui sont issus du pétrole. C'est pour ça que les Anglais étaient en avance. C'était le pétrole de la mer du Nord. Donc, on fait tout ça, mais ça fait pas le mix électrique de 2050 en réalité. Donc, c'est un espèce d'effort continu incroyable qu'il va falloir installer. Et plus on consomme, bien plus cet effort va être incroyable. Et plus on sera exigeant en termes de performance en tant que consommateur, quelque part, d'un point de vue, pas uniquement personnellement, mais d'un point de vue systémique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on accepte comme peut-être non-performance du réseau parfois, je vais m'expliquer, ça va aussi jouer énormément sur ce qu'on a besoin d'installer. Si par exemple, on a 50% du mix électrique de 2050 qui est avec du vent, typiquement, les rapports de RTE, tout renouvelable, c'est de l'ordre de 40 à 50% d'éolien. Mais ça veut dire qu'il y a des semaines où il n'y a pas de vent du tout, en Europe, nulle part. Et donc, pendant une semaine, il faut tenir avec 50% du mix électrique qui n'est pas dispo.
qu'il faut installer en termes de dispositifs de stockage, du coup, alors avec du biogaz dans des méthaniseurs, avec de l'hydrogène qu'on aura produit quand on sera en surplus de production, avec des batteries, avec plein de trucs, c'est gigantesque. Mais alors, est-ce que c'est réellement possible, si on garde notre consommation énergétique à l'heure actuelle, de faire du 100% renouvelable ? Moi, mon sentiment est que non. Voilà, mais c'est un sentiment qu'il faut le confronter. Enfin, c'est un sentiment, c'est un peu plus qu'un sentiment, mais ça dépend de plein de paramètres, y compris de à quelle vitesse iront les autres pays. Parce qu'évidemment, la tension, par exemple, sur les ressources ou les questions de déploiement industriel, des capacités des usines, etc., tout ça est un peu mondialisé, en fait. C'est pareil, on dit qu'on est sur des choses qui sont très locales, c'est super, on peut faire des coopératives. Oui, très bien, peut-être, mais ensuite, à chaque fois qu'il faut aller monter en haut du mât pour réparer un truc, il faut appeler une des 3 ou 4 multinationales qui sait faire ça, et qui elle-même a une chaîne de production qui est dans 50 pays différents, si je remonte jusqu'à l'ensemble des pièces détachées et des matières premières. Donc on ne parle pas de petits trucs, on parle de choses qui vont être complexes à mettre en œuvre. Et donc moi je pense qu'effectivement il faut réduire fortement, alors peut-être, j'en sais rien, une proportion peut-être 3 ou 4, on pourrait dire, pour se donner un ordre de grandeur. Donc diviser par 3 ou 4 notre consommation d'énergie d'ici à 2050. Voilà, on pourrait dire, est-ce que... Alors, je ne rentre pas dans l'énergie primaire, énergie finale, tout ça, mais il y a plein de subtilités, mais alors c'est des choses qu'on peut potentiellement faire. La question, c'est avec quel niveau d'efficacité, c'est-à-dire, est-ce que j'ai effectivement réussi à rénover thermiquement tous les bâtiments, ou est-ce que c'est avec un peu de sobriété, y compris un peu pénible ou glaçante, sur le mode, en fait, non, j'ai pas eu le temps de rénover tous les bâtiments, mais c'est pas grave, on va se chauffer à 16 et on va être cool, on ira boire un coup au bar pour se réchauffer l'hiver, quoi. Donc c'est ça un peu voilà, c'est des questions comme ça. Et donc le niveau de performance, voilà, c'est de dire qu'on serait capable de dégrader un peu le niveau de performance, c'est de dire, en 2050, les jours où il n'y a pas de vent, ou les semaines où il n'y a pas de vent, eh bien, en fait, je vais produire évidemment de l'électricité, mais moins que d'habitude. Eh ben, c'est pas grave, en fait, on l'enverra aux hôpitaux, on l'enverra aux transports en commun, aux trains, enfin, aux services essentiels. Et puis, à la maison, quand on sera tous un peu en chauffage, pompe à chaleur et en chauffage électrique, pendant 2-3 jours, en fait, ça va baisser, c'est désagréable, et puis on va tomber à 15 degrés à un moment, c'est vraiment très désagréable, et puis à un moment, le vent va repartir, et puis on sera tous contents. Voilà. Est-ce qu'on accepte ce genre de choses-là, qui est inadmissible, évidemment, aujourd'hui, oui. Mais finalement, Covid-19 a montré que parfois l'être humain est très adaptable et que, après tout, pourquoi pas, il y a eu plein de moments de l'humanité, y compris sympas, où on avait moins d'énergie. Je ne dis pas de revenir évidemment au Moyen-Âge, mais il y a des marges de manœuvre qui existent, qui aujourd'hui sont considérées comme non acceptables, mais finalement, en 30 ans, les choses peuvent quand même bouger. Alors justement, on en vient à la question des imaginaires. J'ai vu une interview de vous en décembre 2015 dans l'émission Ce soir ou jamais. Vous évoquez déjà justement cette question des imaginaires. Vous parlez des écologistes de la demande. On est un peu tous ce soir quelque part des écologistes de l'offre, c'est-à-dire on dit mais moi je veux effectivement des choses qui sont décarbonées, idéalement pour les plus dénucléarisées tant qu'à faire, donc pas de carbone, pas de nucléaire. Mais par contre, je veux rien changer à mon mode de vie, à ma mobilité, à l'électricité, voilà. Et donc, malheureusement, pour faire ça, ça va être très très compliqué. D'ailleurs, je n'ai pas la solution. Et je pense surtout si les autres veulent aussi. Surtout si les autres veulent aussi accéder. Il faut, à mon avis, passer sur un autre cap. Le cap de la sobriété, c'est l'écologiste de la demande. Et justement, l'écologiste de la demande, ils se demandent pourquoi, au même moment où on fait des grands programmes d'éolien offshore, par exemple en France, là, donc qui sont subventionnés, en même temps, on égrène les rues de panneaux publicitaires, on laisse tout allumer, on a des écrans plats dans les boulangeries, voilà. Là, j'aimerais justement arriver aux solutions et à cette idée, finalement, qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être repenser la façon même dont on conçoit l'innovation pour qu'elle soit compatible avec une trajectoire de sobriété. Et vous parlez, vous, d'innovation socio-technique. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire par là ? Oui, en fait, c'est de dire que toutes les innovations techniques, ensuite, elles doivent être prises en compte par des utilisateurs, qui ont un comportement, qui vont avoir un usage particulier, et donc qui vont potentiellement, justement, avoir des logiques de consommation qui vont provoquer, par exemple, l'effet rebond, ou qui vont dévoyer peut-être des choses qu'on pensait être tout à fait efficaces sur le papier. En fait, on va s'apercevoir dans la vraie vie que ça ne fonctionne pas. Prenons l'exemple des smart buildings. C'est quoi un smart building ? Un bâtiment intelligent. C'est un truc, alors il y a des capteurs partout, les stores s'ouvrent et se ferment en fonction de la course du soleil, de la chaleur, la ventilation est prévue impeccable, il y a
je sais pas quoi, des boutons de porte qui sont connectés. Voilà, tout est très bien optimisé. Et puis en fait, très vite, en fait, ça marche pas. On peut pas régler la température de son bureau. On a chaud, on a froid. Et puis on finit par coincer la fenêtre, je sais pas quoi. Et voilà. Et en fait, ça c'est d'autant plus dépendant du. Et ça, j'invente pas. En fait, c'est une réalité. Il y a aujourd'hui des gens qui ont déjà expérimenté ça. Et donc, de dire que les solutions, elles sont socio-techniques, c'est de dire qu'elles embarquent toujours l'humain, elles embarquent toujours le comportement des consommateurs. Et donc, il faut les embarquer dans les solutions. Et que finalement, les solutions, elles ne sont pas toujours techniques. Elles peuvent être vraiment presque parfois juste culturelles. Je ne sais pas, on a parlé un peu de la question, par exemple, du télétravail, qui pourrait être assez... qui est un truc assez efficace, a priori. Alors, pour ceux qui ont la chance, évidemment, de pouvoir télétravailler, et puis qui ont des conditions pour télétravailler correctes, ça permet de désaturer les transports, ça permet de dépenser moins, peut-être d'émettre moins de CO2 dans son déplacement entre le domicile et le travail, etc. Mais ça peut aussi créer de l'effet rebond, parce que, par exemple, on va être en bi-résidentialité, on va habiter à 2 endroits, ou on va habiter plus loin de son travail, parce qu'on n'y va que 2 fois par semaine, et on va faire le même nombre de kilomètres, ou alors on va chauffer en journée son logement, qui était peut-être un petit peu moins chauffé, on laissait redescendre en hiver, si vous avez un capteur de température, et puis ça descend un peu dans la journée, puis ça remonte le soir quand le logement est occupé. Eh bien, vous pouvez télétravailler avec un plaid sur les genoux, ou un chat, enfin ce que vous voulez, et en fait, il y a des moyens de se tenir au chaud qui sont pas forcément, le confort thermique ne passe pas forcément par la température uniquement de l'air, quoi. Donc, il y a plein d'autres manières. Il y a la question des parois. Comment est-ce que les parois rayonnent du chaud ou du froid? On peut le voir dans une salle de bain. Souvent, les salles de bain, on est obligé de passer beaucoup de temps sous la douche avec de l'eau chaude parce que les carreaux de faïence rayonnent du froid. Si vous faites des salles de bain avec de l'enduit qui rayonne plutôt du chaud ou qui rayonne moins, vous passez moins de temps sous la douche. Voilà, c'est des tests qui ont été faits. Il y a plein de choses comme ça. Donc, il y a une espèce d'innovation qui peut être technique parfois, mais qui, en fait, souvent, peut aussi prendre d'autres formes. Le retour de la consigne. Oui. Le retour de la consigne, nettoyer une bouteille, franchement, il n'y a pas beaucoup d'innovation technique là-dedans. Enfin, on sait nettoyer une bouteille depuis plusieurs siècles, je pense, il n'y a pas de souci. Par contre, réussir à mettre des gens ensemble qui vont mettre d'abord une bière, ensuite un logisticien ou un magasin va récupérer la bouteille vide, ça repart en nettoyage, puis ça va être rempli avec un truc de lait ou de l'huile d'olive en fonction du cas, avoir une espèce de consigne un peu universelle. C'est de l'innovation uniquement socio-technique, quoi. C'est pas quasiment humaine, organisationnelle et pas technologique, quoi. Oui, c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on a du mal à conceptualiser parce qu'on les voit pas comme un ensemble en fait de choses qui nous permettent aussi d'être plus efficaces et d'aller vers la sobriété. Et c'est aussi le cas des low-tech, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai fait le test plusieurs fois autour de moi. Quand je dis low-tech, les gens ne savent pas ce que c'est, alors qu'en fait ils en ont partout autour d'eux. Par exemple, le vélo est une low-tech. Et donc, est-ce que vous pourriez justement définir ce que sont les low-tech et en quoi les low-tech peuvent être aussi une solution, enfin jouer vraiment un rôle fondamental dans la transition écologique? En fait, le low-tech, c'est une réaction au high-tech d'abord, avec ce que je décrivais tout à l'heure, en disant attention, c'est l'enrichissement technologique, ça pose plein de problèmes, il y a plein de promesses dedans, parfois c'est très efficace, à l'hôpital, tout ça, très bien, il n'y a pas de souci, mais ça pose des problèmes, donc tiens, et si on faisait du low-tech? Et donc pour moi, la low-tech, c'est plutôt une démarche. Alors moi, est-ce que le vélo est low-tech? Oui, c'est low-tech, bien sûr, ça ne consomme pas beaucoup de ressources, c'est durable, donc par contre, pour le fabriquer, c'est très high-tech, en fait, un vélo, pour vulcaniser un pneu, vous n'allez pas faire ça dans votre garage. Pour fabriquer un câble de frein, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, il faut quand même un petit peu de technique de pointe quand même quelque part dans la chaîne. Mais une fois qu'on l'a en main, là, pour le coup, c'est un truc qui est durable, qui est réparable. On est plus autonome, on est plus résilient, on comprend comment ça marche, on comprend pourquoi c'est en panne aussi, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, de tous nos produits électroniques. Et là, on est pris dans les mains des fabricants. Donc, moi, j'aime bien parler si on ne veut pas dire low-tech, on peut dire technologie sobre, résiliente, agile. Illich, dans les années 70, parlait de technologies conviviales. Schumacher parlait de technologies intermédiaires, c'est-à-dire quelque part entre haute technologie et puis basse technologie, on pourrait dire. Donc voilà, il y a plein de manières de faire. Moi, ce que
moi, j'aime bien dire que c'est une démarche, en fait, parce qu'on est toujours un peu le high-tech ou le low-tech de quelqu'un. Moi, quand je sors mon Nokia qui a 11 ans, on me dit « Ah, un téléphone low-tech », parce qu'évidemment, les gens m'associent un peu à ça. Il y a 10 ans, peut-être pas il y a 10 ans, mais il y a 15 ans, ce téléphone... C'était la high-tech. C'était la pointe de la modernité, quoi. Donc, on est toujours un peu le low-tech de quelqu'un. On jouait au Snake dessus. Voilà, exactement. Donc, du coup, moi, j'aime mieux parler de démarche. Et donc, la démarche, c'est de dire la sobriété, on consommer moins, et donc derrière la sobriété, se poser la question de l'utilité quelque part, ce qui est un truc pas facile, parce que c'est quoi un besoin utile, essentiel? Chacun a des besoins différents, chacun a des envies différentes. Alors parfois elles sont créées évidemment et construites souvent même par le système des entreprises autour de nous, bien sûr, mais enfin pas que des entreprises d'ailleurs, de la rivalité aussi mimétique très, très efficace entre êtres humains. Donc voilà, la sobriété. Ensuite, essayer d'éco-concevoir le plus possible les produits, mais en s'autorisant effectivement des logiques peut-être que ce soit parfois un peu moins performant, parfois un peu moins esthétique, j'en sais rien, qu'un peu moins de fioritures, un peu moins, des voitures peut-être plus dépouillées, plus petites, plus simples, mais qui finalement nous transportent. Et c'était pas particulièrement liberticide de se balader en 4L ou en 2 chevaux dans les années 60. Enfin, en tout cas, ceux qui sont encore là pour témoigner, je pense, ne parlent pas d'années liberticides et c'était plutôt cool. Ça faisait plein de bruit et voilà, on était cheveux au vent. Enfin, je dis on, c'est pas moi non plus. Voilà. Et puis, après la question de la conception, en essayant d'optimiser vraiment la quantité de ressources dont on a besoin, c'est-à-dire que ces ressources précieuses qu'on extrait du sol avec un coût environnemental hallucinant, qui ne seront pas disponibles pour les générations futures parce qu'elles seront gâchées, dispersées dans les océans, dispersées dans les sols, sous forme de pollution, bon Dieu, qu'on les mette dans des trucs qui servent à quelque chose, quoi. Donc je veux bien le robot chirurgien, super, parce que ça va quand même, ça va aider. Sans doute, pas de souci, bien sûr. Mais par contre, encore une fois, le distributeur de croquettes pour chat connecté avec reconnaissance faciale, poids du chat, balance électronique. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour nourrir son chat, y compris pendant les vacances, où on peut peut-être demander à un voisin ou une voisine de passer, quoi. Donc, et la troisième chose, c'est ce que j'appelle le discernement technologique. De dire, on ne jette pas forcément le bébé avec l'eau du bain. De toute façon, on vit dans une société technologique, donc l'électricité, les réseaux télécoms, on a besoin de tout ça. Mais que, on a peut-être été un petit peu trop loin dans le remplacement de l'humain, dans l'optimisation. On est en train de parler d'une nouvelle vague de robotisation, d'une nouvelle vague d'une vague d'intelligence artificielle qui remplacerait, je ne sais pas quoi, les juristes et autres, et les avocats. Malheureusement, quand on remplace un être humain par une machine, derrière, c'est un data center, des réseaux, des trucs. Il y a une matérialité derrière ça. Et donc, on consomme ces ressources et cette énergie à un moment où, au contraire, il faudrait l'économiser. Donc voilà, pour moi, les low-tech, c'est un peu ça, c'est d'essayer de retravailler un peu les besoins. Et en fait, le gâchis est tellement gigantesque, phénoménal, que, en fait, bien sûr, ça peut venir mettre en cause la question de confort auquel le plaid sur les genoux, ça va peut-être pas donner envie à tout le monde en hiver, ok. Mais il n'y a pas que ça, quoi. C'est-à-dire que le gâchis aujourd'hui est tel qu'on pourrait considérablement réduire la production technique en conservant quand même vraiment une part très significative de notre confort. Il y a juste à regarder le fait que, je sais pas, quand on a une voiture, au bout de 10 ans, elle est jetée intégralement, alors qu'en fait, il y a peut-être juste le moteur qu'il aurait fallu refaire et le reste fonctionnait. Tous les avions, ils durent 30 ans ou 40 ans. Donc quand vous avez Laurent Castagnette, qui est un ingénieur qui travaille sur ces questions-là, il dit quand vous avez votre chaudière en panne dans la maison, vous ne faites pas tomber toute la maison pour fabriquer une maison, quoi. C'est pourtant ce qu'on fait avec les voitures, quoi, d'une certaine manière. Donc en entrant dans un monde de la... C'est ce qu'on fait aussi avec les appareils technologiques. C'est ce qu'on fait, Je fais de l'obsolescence programmée aussi, mais... C'est ce qu'on fait avec beaucoup de vêtements, je ne sais pas, par exemple, alors c'est un peu idiot, je ne sais pas, mais au 19e siècle, par exemple, quand on avait sa chemise usée, moi j'ai souvent des chemises usées, peut-être pas aujourd'hui, je ne sais pas, mais... Non, ça va. Tout va bien, ça ne se verra pas. Mais on changeait le col et les manches. Parce qu'en fait, c'est ça qui s'use le plus. Le reste ne s'use pas. Donc en fait, vous consommez, je ne sais pas, 90% de coton en moins parce que vous avez juste changé le col qui s'est usé. Voilà, c'est des choses un peu bêtes comme ça, mais il y a vraiment une foultitude de possibilités qui fait qu'en entrant dans un monde qui serait plus un monde du prendre soin, de la maintenance, de la réparation, de finalement ce patrimoine bâti, de ce patrimoine technologique absolument hallucinant qu'on a, d'abord, on pourrait peut-être le partager un peu, parce qu'on fait effectivement l'exploitation d'une partie du monde. Et puis, surtout, on pourrait tout à fait faire avec, sans tant que ça de difficulté. Alors, évidemment,
Une fois qu'on a dit ça c'est techniquement, théoriquement possible. Et puis après, la mise en œuvre, elle est beaucoup plus complexe. Voilà, parce qu'évidemment, il y a toute une série de choses qui ne sont pas techniques et qui amènent à ce monde un peu idiot, évidemment. Donc aujourd'hui, en France, quand vous avez un habitant supplémentaire, vous mettez 2 logements en chantier, 2 logements neufs. Quand pour un habitant, 2 logements. Expliquez-moi pourquoi il faut faire ça. Alors évidemment, il y a des bonnes raisons à ça. Alors, ça s'appelle la décohabitation. Il y a des gens qui se retrouvent seuls dans leur logement. Il y a des enfants qui partent faire des études. Parcoursup les envoie à l'autre bout de la France. C'est super. Donc il faut leur des logements, etc. Donc il y a plein de raisons à ça. Et la métropolisation, on a des logements vacants d'un côté, et puis on va concentrer les populations à d'autres endroits, là où il y a de l'emploi. Bien sûr, c'est normal que les gens veuillent habiter là où il y a de l'emploi et là où ils le trouvent. Mais du coup, ça mène à ce résultat. Il nous faut 2 fois plus de logements que le nombre d'habitants et construire du neuf, alors qu'on a 3 millions de logements vides, 4 millions presque de résidences secondaires et 8 millions de logements sous-occupés. Donc voilà. Alors évidemment, pour changer ça, c'est hyper compliqué. Enfin, c'est par où on prend le truc. Est-ce qu'il faut un nouveau plan d'aménagement du territoire? Est-ce qu'il faut taxer différemment? Mais c'est ce monde-là qui est complexe à changer. On peut rentrer dans un monde de la réparation. Il y a aussi beaucoup le fait, tout simplement, que, pour réparer un fer à repasser, rien que de l'ouvrir, ça va vous coûter le prix du neuf, bon monsieur, pour vous faire le devis. Quoi. Donc, on commence à voir un peu des ateliers. On commence à avoir des hypercafés. Tout à fait. Et puis, je pense qu'il y a. Mais c'est pas non plus encore tout à fait. Il y a même des licornes françaises qui se sont apparues sur la question par exemple pour les produits électroniques sur la seconde main. Donc bien sûr qu'il y a des choses qui bougent. Ça va dans le bon sens quand même, mais globalement, il y a sans doute un certain nombre de paramètres fondamentaux qui sera nécessaire de changer et qui vont prendre du temps, qui vont être de longue haleine. Ouais. Mais alors, comment est-ce que aujourd'hui, justement, c'est pour vous, on peut accélérer ça? Comment est-ce que ces problématiques, elles peuvent être prises en compte à la fois par le monde de l'entreprise, mais aussi les politiques, parce que ça passe aussi par un certain nombre de normes, en fait, de lois. Ouais. Moi, je pense pas que la bonne volonté des entreprises suffira à faire bouger les choses. Voilà, soyons clairs, il faut que les paramètres, il faut que le contexte, il faut que l'écosystème, on pourrait dire, bouge. Et ça, c'est la puissance publique qui doit le faire. Je pense que les entreprises, il y en a un certain nombre qui ont envie, parce que les entreprises, ça ne peut rien dire. Oui, bien sûr. On a des PME de 10 personnes avec des gens hyper engagés, on a des multinationales... Les licornes dont vous parliez. Entre les deux, les licornes, les multinationales tout à fait dégoûtantes qui sont encore en greenwashing. Enfin, il y a tout. Donc, je pense c'est vrai qu'il faut mieux parler de l'échelle à laquelle on veut discuter de ça. Mais donc, il y a cette diversité-là. Mais globalement, même une entreprise lambda, je dirais, en fait, c'est rien une entreprise, c'est une organisation de personnes qui se sont mis d'accord avec des conventions à un moment. Et donc, je pense que les entreprises, elles ont envie de bouger parce qu'il y a des gens dans les entreprises qui ont envie de bouger. Simplement, ils ne peuvent pas pour l'instant parce que leur patron n'est pas d'accord, parce que ça viendrait à scier la branche sur laquelle ils sont. Enfin, il peut y avoir 1000 raisons pour lesquelles on n'a pas forcément, ou on n'a pas le temps, ou on n'a pas le courage, ou on ne sait pas comment faire. Il y a plein de raisons à ça. Donc, les entreprises, de toute façon, ça, pour moi, c'est un peu bigarré et ça pourra bouger le jour où ça bougera. Ce que je pense, c'est qu'il y a quand même je pense quand même que le temps du greenwashing va devoir se terminer. Peut-être que je suis un peu trop optimiste de ce point de vue-là, mais moi, pour le greenwashing va devoir se terminer parce que, évidemment, avec des jeunes qui sont plus affûtés, pour les attirer, pour les recruter, pour les retenir, il va falloir qu'il y ait plus que jamais du sens dans les emplois, quoi. Sinon, on voit bien les remises de diplômes, ou les défections diverses et variées. Il y en a plusieurs, les appels, etc. Donc, tout ça est extrêmement intéressant et va forcer un peu, je pense, ou donner des billes et des arguments aux managers, aux patrons de boîte pour dire oui, je suis obligé de bouger. Là, il faut que je bouge, parce que là, si je continue à faire ce que je faisais, ça va rapporter moins, mais franchement, il faut encore que j'ai des gens pour bosser pour moi. Donc, je pense que ça va un peu venir, mais ça va sûrement pas suffire. Et donc, pour moi, après, c'est la puissance publique. Alors, à toutes les échelles. Il y a l'échelle... avant la puissance publique, on pourrait dire quand même les citoyens, parce que la puissance publique sans les citoyens, c'est quand même difficile. Enfin, il faut éviter. Donc, il faut mieux avoir des gens qui ont envie que ça bouge aussi, majoritairement, idéalement. Mais pareil, le citoyen consomme-acteur, ça marche pas. Enfin, ça suffit pas, ça suffira pas. Ça peut faire des belles aventures, potentiellement industrielles ou commerciales. Ça peut, mais ça, pour moi, c'est pas suffisant parce qu'on vit dans un monde qui est poussé par les entreprises et pas dans un monde qui est tiré par les clients. Le client n'est pas le roi, en fait, ça c'est une légende économique. Et donc, il faut changer les règles du jeu. Et la puissance publique, ça commence à l'échelle locale, avec sans doute les mairies,
métropoles, les départements, les régions, enfin tout le millefeuille. Et puis évidemment l'État qui règle les sujets réglementaires, normatifs, c'est quand même un sujet. Qu'est-ce qu'on appelle une voiture ? Qu'est-ce qu'on appelle une voiture propre ? Qu'est-ce que je subventionne ou pas ? Donc la question fiscale. Le pouvoir prescriptif, pour moi, très important. C'est à travers les achats. Qu'est-ce que la puissance publique achète ? Est-ce qu'elle achète des ordinateurs pour les élèves ou est-ce qu'elle achète des violons ? Je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on met dans les cahiers des charges ? Pour tirer des filières, c'est un peu l'exemple classique de dire je mets du bio à la cantine parce que voilà, et du bio local, comme ça je vais un peu soutenir quelque part la résilience alimentaire du territoire. Et puis, la question de l'exemplarité, je pense que c'est hyper importante. Enfin, c'est peut-être ce qu'on a perdu le plus. Prendre un avion pour aller voter. Castex, j'allais le dire. Je pensais, oui, c'est quand même un peu dingue. Mais il y a aussi l'exemplarité au sens de quel type d'innovation on soutient, par exemple. Justement, est-ce qu'on est fasciné juste par Vivatech et le Consumer Electronics Show à Las Vegas, ou bien est-ce qu'on fait aussi des trucs sur les hypercafés, les ateliers d'informatique libre, sur plein de productions locales, de produits, de services du quotidien qui pourraient justement permettre d'encaisser de potentiels chocs à venir de manière plus sereine. Parce qu'évidemment, quand on s'aperçoit que le Doliprane est fabriqué en Inde, très vite, on se met un peu en mode panique et on a raison. Donc, il y a quand même aussi cette question de la reterritorialisation d'une partie de la production. Pas tout, mais au moins des choses intéressantes. Et tout ça articulé avec la rénovation thermique dont on parlait, avec le fait qu'il faut revitaliser les campagnes parce que produire en respectant le vivant, c'est mettre un peu plus de monde. C'est pas de retourner avec la faux et la charrette à cheval, mais c'est quand même plus de monde parce qu'il faut des plus petites parcelles avec plus de haies, etc. Plus de rotation des cultures. Donc c'est pas forcément des rendements moins bons. Encore qu'en grande culture, quand même, sans doute, il faudra accepter une légère baisse de rendement, mais à la limite, on peut compenser avec le fait qu'on mange moins de viande. Donc tout ça, ça peut fonctionner, même quand on continuant à nourrir une partie du monde, parce que effectivement, on nourrit certains pays déficitaires. Mais du coup, ça demande quand même un peu plus de personnes qui y bossent, quoi. Donc là, je crois qu'on va avoir la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite dans pas très longtemps. Je crois que c'est je ne sais plus si c'est dans les 5 ans ou les 10 ans. Alors que les effectifs doivent doubler. Enfin, même s'il ne se passait rien, je ne devrais pas dire ça, c'est très pessimiste, mais c'est possible. Il suffit de doubler la taille de la surface de chaque exploitation. C'est un peu ce qui se passe avec cette course à l'échelle et en continuant à avoir toujours plus de... Et avec du coup des techniques et une consommation d'énergie et un tassement des sols avec des engins plus gros, etc. Plein de choses qui font que ça ne va pas dans le bon sens. Ou bien au contraire, effectivement, on arrive à accueillir et à rendre ces emplois intéressants, sympas, et cette vie aussi sympa. Donc ça veut dire redynamiser les bourgs, les villages, parce que justement, ce sera là que se passe l'emploi et qu'il y aura aussi un intérêt pour les enfants, les écoles, etc. Donc voilà, il y a du boulot. Merci beaucoup. Philippe Biouix d'être venu sur le plateau de Blast. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a été utile pour comprendre toutes ces questions extrêmement complexes. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens pour aller plus loin. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Enfin, on vous le rappelle souvent, mais c'est essentiel. Blast est un média complètement indépendant, qui ne vit que grâce à son audience. Donc, si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.